Un jeu de pie, un jeu de défausse, un jeu d'ambiance, et ça vient du Japon. Hello! Hello! Bienvenue sur René le Pi. C'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler de ces trois-là. On commence par Tokurite King. C'est du 2 à 4 joueurs pour des parties de 5 minutes hors scoring. Et c'est fait par Takashi Saito, qui nous a fait Eio, qu'on a retrouvé dernièrement sur OnGame. Comment on dit? OnGame? OnGame. Et Loop aussi. Je pense que c'était un OnGame aussi, il me semble. Qui va arriver chez Yellow, hein, je pense. Ah, il me semble que oui, il y a une localisation. Et Open qui arrive chez Mandu aussi, en anglais. Voilà. Donc voilà. C'est illustré par Rei Betsukatsuki. Oh là là. C'est sûr. C'est marqué. C'est marqué. Rei Betsukatsuki. Et c'est chez Brand Games. Le but du jeu. Gagner. Le jeu s'arrête quand il y a un joueur qui arrive à 0, je pense, en termes de points. Ouais. Vous allez perdre des points, mais vous pouvez en gagner aussi, du coup. Ça espérait. Ouais, mais c'était pas spécialement clair au tout début. Non. Mais en fait, le scoring c'est bien au débat. Ouais. Si on regarde un peu sur BGG, tout le monde n'est pas très raccord avec ça. Moi, je trouvais ça pas mal, mais c'est vrai que ça peut un peu s'éterniser par rapport au fond de jeu, on va dire. On va peut-être un petit peu... On va détailler ça plus loin. Ouais, exactement. Au niveau de la mécanique, c'est un jeu de cartes, hein, c'est un jeu d'ambiance, c'est pas un jeu de pli, c'est pas... Mais voilà, vous allez jouer des sakés, vous allez devoir boire des sakés. Oui, le thème est autre, hein. C'est des dinosaures qui boivent du saké. Hein. Et Tokuri, apparemment, ça représente comment je vais dire, l'espèce de cruche qui recueille le saké. Donc le principe, en fait, c'est que vous allez avoir une main de cartes. Hein. On distribue un certain nombre de cartes. Je pense qu'il en reste quelques-unes qui ne sont pas distribuées. Ouais. Et à son tour, on doit jouer une carte. Sauf si on n'en a plus, évidemment. On n'en a plus, à ce moment-là, c'est la fin de... On doit passer ou c'est la fin du jeu. On joue une carte, on doit la jouer, soit la carte visible, face visible. Et à ce moment-là, on va appliquer l'effet à tous les joueurs, ou en tout cas aux joueurs qu'on décide. Donc ces cartes vont permettre de diminuer le niveau du saké. Donc faire boire le saké. Donc on peut faire boire, c'est mieux de faire à soi-même évidemment, mais puisqu'il faut appliquer toutes les contraintes qui sont sur la carte, il faut quelquefois faire participer les autres. Ouais, et c'est pas appliqué au maximum. Il y a une valeur sur la carte, vous devez appliquer exactement cette valeur-là. Par exemple, ce serait 3 plus 9, ben, il faut que quelqu'un boive 3 niveaux de saké et un autre joueur 9. Donc on va ici en général privilégier le 9, mais si on est déjà par exemple qu'à 4, on ne peut pas boire 9, donc il faudra forcément boire quelqu'un d'autre. Ouais. Et il faut pouvoir faire boire tout le monde, enfin toutes les valeurs qu'il y a sur la carte doivent être utilisées. Et si on ne peut pas le faire, justement, ben, on joue la carte face retournée, face cachée, et là ça représente justement ce Tokuri. Cette bouteille de saké. Et dès qu'on joue une carte comme ça, on va placer un petit curseur sur la valeur 10. Ouais, c'est gradué. C'est gradué. Et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir boire après, ou faire boire, ou quelqu'un d'autre va pouvoir faire diminuer ce niveau. Et le jeu s'arrête donc quand on ne peut plus jouer de cartes, hein, quand toutes les cartes ont été jouées, en gros. Et on va regarder tous les sakés, toutes les bouteilles de saké qui ont été terminées, c'est-à-dire que le niveau est descendu jusqu'en bas, ça vaut 1 point. Ceux qui ne sont pas terminés vont scorer un négatif s'il reste plus de 3 niveaux dedans, 3 sur 10. Et donc ça vaut moins 2. Donc un complètement terminé, c'est 1 point. Un qui n'est pas terminé avec plus de 3, c'est moins 2. On va additionner toutes ces valeurs. On va regarder celui qui a le plus de points. Et tous ceux qui ont le moins de points vont devoir donner des points. Donc tout le monde commence avec 10 points au départ, avant la première manche. On va devoir donner des points à la personne qui a remporté. Et le nombre de points, c'est le delta. Donc par exemple, si je gagne la partie avec 3 points, par exemple, et que tu fais 1, eh ben, tu dois me donner 2 points. Voilà. Et donc on additionne ces points-là sur le total. Et quand il y a quelqu'un qui se retrouve avec 0 points, la partie s'arrête et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Et donc on peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, et donc ça peut durer. Au niveau du twist, en fait, les cartes sont twistées en elles-mêmes. Ça veut dire que si vous arrivez à jouer une carte avec une valeur, il y a des chances qu'elle ait un petit effet en dessous qui fait que vous allez devoir passer une carte à votre voisin, par exemple. On oublie qu'il y a des cartes qui sont un peu... Oui, il y a des cartes qui sont un peu chiantes. Et donc, on aime bien jouer des cartes, justement, pour pouvoir essayer de les passer au voisin de gauche. Mais il y a grande chance qu'à force de passer à votre voisin de gauche, qu'elles reviennent chez vous. Et donc, voilà, il y a des cartes qui vous pourrissent le truc et que vous devez jouer en dernier et qui vont vous valoir plein de points
points négatifs, donc vous allez essayer de les virer par tous les moyens. Donc les cartes en elles-mêmes sont twistées. Le twist principal, c'est que vous êtes obligé de respecter les valeurs qu'il y a sur les cartes. Si vous avez... Et de jouer une carte à ton tour. 7, 7, 7, ça veut dire que vous devez faire descendre 3 bouteilles de saké d'une valeur de 7. Si vous êtes à 6, ce ne sera pas chez vous que ça va le faire. Il n'y a pas de 7 partout. Vous ne pouvez pas la jouer. Ouais. Et donc, si vous ne savez pas jouer, vous allez devoir la mettre face cachée. Et donc, ce sera une des bouteilles que vous allez devoir essayer de vider pour ne pas prendre des points négatifs. Et si vous arrivez à la vider, prendre des points positifs. Vous pouvez avoir plusieurs bouteilles devant vous. Autant que vous voulez. Et donc, c'est quelquefois un bon plan au départ de mettre plusieurs bouteilles. Comme ça, dès qu'il y a quelqu'un... Ça permet aux autres de jouer leurs cartes, évidemment. Mais ça vous permet aussi de marquer des points si vous arrivez à les vider complètement. Donc, ouais, et donc, bien entendu, c'est assez malin ce niveau-là. vous allez essayer de vider les vôtres, mais je veux dire, plus de la moitié des fois, on a été chez les autres, en disant, toi, il faut que tu vides ça, parce que... Et si on peut pas, encore une fois, si on ne peut pas la jouer face visible et donc appliquer les effets, on la joue face cachée, et donc potentiellement, surtout plus on approche de la fin de la manche, moins on a de chance de la vider, et donc quel score en négatif. Donc c'est assez malin, il y a cette espèce de bon, c'est fort chaotique. Justement, j'allais venir. Voilà. Au niveau du fun versus le cérebral, on est clairement dans le fun. Hein. Oui. Il y a un peu de cérébral, parce qu'on va dire, on va peut-être attendre... Ouais. Non, mais c'est fun. On rigole. Oui, c'est clairement ça. De même que le contrôle versus le chaos, ben vous contrôlez pas tout. Hein. Donc il y a des fois, vous dites, ah ouais, celle-là, ça va être bien. Et puis quelqu'un fait descendre la bouteille de saké d'un autre, alors que votre carte passait nickel, et vous ne savez pas la jouer. Donc là, le choix le plus intéressant, c'est même quand on peut jouer une carte face cachée, quelquefois, il est plus intéressant de la jouer face Tokuri, oui. Parce que ça permet de donner plus de flexibilité après. Donc c'est une espèce de pari, une espèce de push sur luck à ce niveau-là qui est assez intéressant. De ne pas aller trop loin. C'est ces décisions-là qui sont en général les plus intéressantes, parce que les autres, c'est simplement, je vais essayer de vider le plus possible la mienne en vidant le moins possible les autres. Parce que c'est arrivé souvent que la dernière ou l'avant-dernière carte, vous ne savez pas la jouer, vous devez la mettre face cachée. Et là, vous dites, ok, il va falloir faire descendre ça, il ne me reste plus qu'une carte. Il y a beaucoup de pilotage automatique, mais il y a parfois quand même quelques petites décisions qui sont quand même sympas. Et puis ça met c'est un jeu d'ambiance, quoi. C'est purement un jeu. Oui, c'est clair. Il faut le prendre pour ce qu'il est, et si on le prend pour ce qu'il est, c'est plutôt sympa, et c'est pas quelque chose que j'ai déjà joué. Ouais, voilà. Il y a un petit côté un peu différent. Moi, j'ai pas mal aimé. Ben, on peut aller. Ton avis? C'est un petit peu ce que je viens de dire. Ouais. Je m'attendais à rien, et honnêtement, si on le prend pour ce qu'il est, donc un petit jeu d'ambiance, ça fonctionne super bien. Maintenant, le scoring tel qu'il est, encore une fois, il va vérifier, mais je pense qu'il faut quand même jouer pas mal de manches. Voilà, on fait 1 ou 2 manches, on s'en fout, on comptabilise les points, celui qui a le plus de points gagne, et puis ça s'arrête là, on joue jusqu'au moment où on en a marre. Pas besoin d'avoir un scoring nécessairement qui s'éternise, parce que là, ça peut devenir... On continue juste pour dire d'arriver à la fin. Ça devient redondant, ça devient très redondant. Ouais, même chose, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment trouvé ça agréable à jouer, c'est pas prise de tête, c'est fun, on est là en train de pester sur les autres en disant mais touche pas à ça, et quand on met une carte face cachée pour la bouteille du saké, on se dit oh là là, ma 9 après elle va passer nickel, et les autres viennent vous faire descendre le truc, et enfin voilà. Les cartes qui permettent de rejouer aussi. Ouais, c'est vraiment, c'est bien fun, franchement c'est bien fun. C'est de l'import. C'est cher pour ce que c'est au final, hein, donc, mais le jeu est très plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était pas mal du tout. Il risque de revenir chez nous, hein, je pense. Finalement. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, je pense qu'on va prendre un exemplaire. Ouais, je crois qu'il reste quelques-uns, je pense, à l'heure actuelle. Je vais le prendre dans ma collection aussi. Sur Tokuri King, tout le monde peut jouer à ça. Tout le monde, vraiment. Oui, c'est ultra familial, c'est un jeu d'ambiance. Il ne faut pas spécialement être un pro des jeux de cartes. Je jouerais presque plus en famille, d'ailleurs. Oui, largement. Et franchement, même avec les personnes habituées aux jeux de cartes, ça passe, hein. Largement. Hein. Donc c'est distrayant. C'est un quart d'heure à tuer. Live Mix, 3-4 joueurs, partie d'une demi-heure. C'est assez familial aussi, hein. C'est à peu près du 8+. C'est Yusuke Sawaguchi qui nous a fait ça, qui nous avait fait Ten Tricks Letter. C'est illustré par Yamamori et édité chez Fudikoma Games. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans des jeux japonais? C'est pas faux. Le but du jeu... Je te laisse faire. Oui, je vois que tu me fais galérer. En même temps, c'est moi qui le pense bête devant. Le but du jeu... Jeu de pli pour le coup, sans atout. Particularité, donc il y a les cartes chiffres classiques d'un jeu de pli, donc il y a 4 couleurs de mémoire, 4 ou 5, 4 je pense, et il y a 12 cartes idoles. Donc ces 12 cartes idoles, quel que soit qu'on joue à 3 ou à 4, elles sont sur le plateau, puisque c'est un jeu 3-4 joueurs. À 3 joueurs, il y a une couleur en moins.
Mais on joue toujours avec les 12 idoles, donc les cartes sont réparties en cercle. Et on a un petit curseur qui indique la carte qui est mise entre guillemets en jeu pour le pli en cours. Donc à chaque pli, il y a quelqu'un celui qui remporte le pli, va remporter la carte qui est associée, qui est marquée par le curseur. Et une fois que le pli est on avance le curseur de 1 dans le sens horaire. Et ces cartes sont des cartes de scoring. Donc ces cartes vont vous dire qu'est-ce que vous allez scorer parmi les cartes que vous avez remportées dans les plis. Donc vous allez évidemment essayer de remporter, par exemple, s'il y a une carte qui vous dit que vous scorez 1 point par carte orange que vous avez remportée, ben vous avez beaucoup de cartes orange, vous allez essayer de la prendre. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les valeurs aussi. Les valeurs, etc. Scorer les valeurs des cartes. C'est réparti en trois familles, donc A, B, C. Mais il y a 2 twists à ça, donc là ça pourrait être très simple. Hein. C'est celui qui met la plus grande carte qui est sa plus grande, c'est pas la plus petite, hein, celui-là. Oui. Quelquefois tendance à confondre. Et donc c'est celui qui gagne le pli, donc il va prendre cette carte, et donc il potentiellement va pouvoir scorer. Mais comme je dis, il y a 2 twists. Le premier, c'est que les cartes qui nous restent en main à la fin, parce que c'est un jeu en même temps de timing, je pourrais dire comme ça, puisque quand on va prendre ces idoles, le premier qui en prend 3 à 4 joueurs, sort automatiquement du jeu. Donc il ne joue plus, il participe. Et ça continue jusqu'au moment où il n'y a plus qu'une personne qui participe. Donc, ou deux idoles de la même couleur. Ou 2 idoles de la même famille, donc A, B ou C. Donc ils scorent plus ou moins de la même façon en fait. Et donc on a envie de rester dans le pli, mais en même temps on peut essayer de rester le plus longtemps possible, c'est-à-dire de faire un trick avoidance, essayer de ne pas prendre le pli pour rester le plus longtemps possible, pour essayer éventuellement à la fin de scorer, puisque quand on sort, le dernier qui sort plutôt va pouvoir prendre toutes les cartes qui lui restent en main et les mettre dans sa pile de scoring. Donc comme si c'était des piles qu'il a remportés. Donc on a envie de rester jusqu'au bout pour être celui qui permet de prendre ça. Et en plus de ça, il va ramasser toutes les cartes idoles qui restent sur le plateau qu'il va pouvoir scorer. Donc lui c'est tout bénéfice, il scorera que du positif. Donc ça c'est le premier twist, on a envie de rester jusqu'au bout, mais en même temps, si on reste au bout, il n'y a plus les idoles nécessairement qu'on veut, et possiblement dans notre main, il ne restera plus beaucoup de cartes non plus. Oui. Mais alors, il y a le deuxième twist, entre guillemets, c'est que donc tous ceux qui ne sont pas restés derniers, tout ce qui leur reste en main de cartes quand ils sont sortis, vont scorer en négatif par rapport aux mêmes conditions, donc par rapport aux mêmes idoles qu'ils ont récupérées pendant la partie. Donc toutes les cartes qu'ils ont gagnées dans les plis scorent en positif par rapport aux conditions des cartes idoles, et toutes les cartes qui leur restaient en main quand ils sont sortis scorent en négatif par rapport aux mêmes conditions sur ces idoles. Et donc il y a cette espèce de balance, de peser le pour et le contre, de quand sortir, rester le plus longtemps possible, pas rester le plus longtemps possible, quand est-ce que ça me satisfait, ok je prends la carte et je sors, ma main de toute façon ce qui me reste en main ne correspond pas à mes cartes de scoring, donc je m'en fous de sortir maintenant même s'il me reste plein de cartes en main, voilà, tout ce genre de décision qui rentre dans la balance. Il y a un autre mini-twist aussi, c'est que le 1 prend la 12, donc les cartes sont numérotées de 1 à 12. Et le 9. Et le 9 fait avancer le curseur de 1. Oui, c'est ça. Et donc, si vous jouez la carte 9, en fait, au début de chaque pli, vous savez pour quelle idole vous allez jouer. Par contre, si quelqu'un joue un 9, eh bien, en fait, le curseur se décale d'une idole. Donc, ça veut dire que si vous visiez celle-là, il y a quelqu'un qui va jouer un 9, boum, ça saute, et ça va sur l'autre. Et donc, est-ce que vous avez envie d'avoir l'autre? Ben, ça sera à vous de voir. Et il y a de grandes chances que celui qui reste dernier dans le jeu récupérera cette carte, puisqu'elle ne refera pas le tour. Et donc ça aussi, il faudra faire attention au 1 qui prend le 12, en fait. Donc, et au final, si on a un 1, on se dit, ben, ça va, je risque de ne pas faire le pli. Si le 12 rentre dans le jeu, ben, c'est vous qui allez faire le pli, parce que vous êtes considéré comme ayant coupé, même s'il n'y a pas d'atout dans la grande carte. Au niveau de l'échelle fun versus cérébrale, je le vois quand même un peu plus vers le cérébral que vers le fun. C'est ça aussi, dans l'échelle du chaos versus le contrôle, c'est un peu moitié-moitié, avec ces 9 qui changent, et ainsi de suite. Au niveau des impressions, moi j'ai beaucoup aimé ma partie, même si dans les 3 qu'on va vous présenter, c'est celui que j'ai peut-être apprécié le moins, parce que, en fait, il n'est pas assez fun. Je trouve dans ce qu'il propose, ça aurait pu être un peu plus fun. Et donc il y a peut-être un peu trop de chaos pour pas assez de fun, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, on est dans le cérébral pur jus et j'adore parce qu'il n'y a pas de chaos, tandis qu'ici, on est plus vers le cérébral avec moins de fun et du chaos. Et donc je trouve que ça contraste mal.
même si le jeu est très plaisant en soi. Hein. Vraiment, c'est quelque chose d'innovant. Moi, j'avais pas encore joué ce genre de choses, même si c'est pas exceptionnellement innovant. J'ai trouvé ça plaisant au niveau de la mécanique et tout, mais... C'est comme souvent, c'est malin. Oui, c'est malin. C'est vraiment, vraiment malin. Les petits twists font vraiment la différence pour finalement une règle de base qui est très très simple. Moi c'est le contraire en fait. Autant je suis entièrement d'accord avec toi sur les échelles, c'est un jeu qui est plus cérébral que réellement très fun. Et il y a une part quand même de manque de contrôle à certains moments, clairement. On ne peut pas nécessairement avoir l'idole qu'on veut ou quand on veut, mais c'est plus, et c'est là que je me distingue un petit peu je me détache un petit peu de toi, c'est que c'est un peu de la gestion de chaos, et moi j'aime la gestion de chaos. Les jeux de gestion de chaos, ça fait partie de mes jeux préférés, et c'est ce que je ressens un petit peu ici. Et donc, contrairement à toi, moi c'est le contraire, je suis de l'autre côté, c'est dans les trois qu'on présente ici, c'est de loin celui que j'ai préféré. Ok. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça très malin, les jeux sont très malins. Quand sortir, quand ne pas sortir, évidemment on ne peut pas toujours. Hein, quand il ne nous reste plus qu'une idole à prendre, où on sait que l'idole suivante c'est une qu'on a déjà, exactement la même famille, donc on sait qu'on risque de sortir, etc. Il y a une espèce de tension qui s'installe. Est-ce qu'on veut sortir parce qu'on dit, ce qui reste dans ma main par rapport aux cartes de scoring que j'ai, il n'y a rien qui correspond, donc je ne scorerai rien en négatif. Je ne vais avoir pas beaucoup de points positifs, mais je vais en avoir quand même suffisamment par rapport à ce que je risque de perdre plus tard. Donc toutes ces genres de décisions qui tiennent compte d'un certain chaos ambiant, moi ça me plaît. Moi c'est vraiment dans ceux que j'ai joué dernièrement, un de ceux qui m'a le plus plu et que j'ai trouvé les plus malins. Parce que c'est ces cartes de scoring qui scorent aussi bien en positif ou en négatif. Ouais, ce twist est super intéressant. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Et encore une fois, c'est cette petite gestion de chaos qui n'est pas déplaisante. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà. Si vous aimez avoir beaucoup de contrôle sur les choses, et vous apprécierez peut-être moins que moi, mais sinon, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Le troisième, c'est Elephant Ball Balancing Act. 3 à 5 joueurs. Là, vous êtes parti pour à peu près 40 minutes, facile. C'est fait par Mori, qui nous avait... Ça peut être un peu long. Oui, ça peut être un peu long. C'est fait par Mori, qui nous a fait Refinery. Et c'est édité chez For Tuesday, etc. C'est un éditeur qui est assez connu. Le but du jeu, donc là, c'est un jeu de défauts. Un jeu de défauts un peu particulier. Pour résumer, à notre tour, on va jouer normalement une carte, parfois deux. Deux quand on lance un pli, entre guillemets, parce que on est vraiment dans le jeu des fausses, mais on va lancer un pli, c'est-à-dire que la règle du pli est déterminée à partir du moment où il y a au moins 2 cartes qui sont jouées. Donc en début de manche, on ne peut jouer qu'une carte de toute façon, donc le lead ne joue qu'une carte, mais après, on peut jouer 2 cartes directement, et donc déterminer directement, le lead détermine directement la règle. Ouais, la règle, il y a 3 possibilités. Parce que sur ces cartes, vous avez 2 symboles et 2 valeurs. Et ça, c'est important. C'est ça, exactement. Et donc cette règle, vous avez donc 3 règles possibles. Soit vous avez un point commun entre 2 valeurs. Donc par exemple, vous avez les valeurs balle et les valeurs éléphant. S'il y a une même valeur en balle ou en éléphant, vous déterminez la règle éléphant ou balle. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 2 cartes qui sont à 10 éléphants, eh bien on ne pourra jouer que des 10 éléphants dans le pli entre guillemets. Et donc c'est le dernier, évidemment, comme souvent dans le jeu des faux, c'est le dernier qui récupère le pli et il marquera, peu importe le nombre de cartes, il scorera en fonction du nombre de plis. Et puis après il relide, et de nouveau il peut jouer 1 ou 2 cartes qui déterminent une autre règle. L'autre règle, c'est la même chose pour les ballons. Donc s'il y a 2 valeurs identiques pour les ballons, imaginons 2 x 5 ballons, ben on peut jouer que des 5 en ballon, quelle que soit la valeur de l'éléphant. Et la troisième règle, et c'est là que ça peut devenir sympa, c'est qu'on peut jouer des cartes qui n'ont absolument aucun point commun, donc ni en balle ni en éléphant. Et à ce moment-là, on va utiliser une série de cartes. On va utiliser une série de cartes qui vont, dans lesquelles on va marquer toutes les cartes qui ont été jouées. Et on ne pourra jamais jouer 2 fois la même valeur du même symbole. Donc par exemple, si on a joué une carte avec un éléphant 10 et un ballon 5, eh bien, on va cocher sur ces cartes, on va mettre des petits marqueurs, l'éléphant 10 et le ballon 5, on va les cacher, et plus personne ne pourra jouer une carte qui possède une de ces 2 valeurs. Donc les 2 valeurs, quand on va jouer une carte, les 2 valeurs qui sont dessus devront être toujours visibles sur les cartes du milieu pour pouvoir la jouer. Et donc ça va tourner de même chose jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui remporte la pli. Ouais. Et donc on va s'exclure au fait, parce qu'on ne saura pas jouer, parce qu'on n'a pas une carte qui fait que ça rentrera dans le template qui reste à jouer, tout simplement. Et c'est le dernier en lice qui gagnera le pli. Le jeu est beaucoup plus malin qu'il n'en a l'air. Et une des choses qui font que ce jeu est assez malin, c'est que la répartition des cartes est assez particulière. C'est-à-dire que les petits chiffres sont moins représentés que les 10. Les 1 sont représentés, il n'y a que 2 cartes avec des 1. Que ce soit en balle, enfin il y a une carte avec un 1 en ballon et une carte 1 en éléphant, tandis que les 10 ils sont présentés 10 fois dans les deux trucs. Donc quand on va jouer, on va essayer de garder certaines associations de cartes.
Petit bémol, par contre, on a beaucoup de cartes en main. C'est quelquefois compliqué de déterminer ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Par contre, les cartes qu'on a le plus dans une certaine valeur, dans un certain type, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les joue? Parce que tant qu'on joue les balles ou les éléphants, on doit jouer la même carte, donc c'est bien d'avoir beaucoup de cartes du même symbole. Mais par contre, quand on joue l'équilibre, donc des valeurs différentes, là il faut avoir justement des valeurs différentes. Il faut avoir beaucoup de valeurs différentes. Donc c'est cette décision de qu'est-ce que je joue, quand, etc. Et en fonction de ces valeurs, encore une fois, si on joue les 1 sont beaucoup moins présents que les 10, et les autres entre les deux, ben, on regarde ce que les autres jouent, donc on peut estimer ce que les autres ont encore comme chance de jouer par rapport à... Parce que des fois, on va lancer le pied en se disant « j'ai plus ou moins vu, normalement il ne doit pas en rester, donc il y a des chances que tout le monde passe ». Donc vous avez une carte d'aide de jeu avec ça. Pas facile à tout suivre, parce qu'il y a beaucoup de valeurs et tout ça, mais vous avez une carte d'aide de jeu qui vous dit « vous avez tel nombre d'exemplaires de tel type ». Mais si on fait une règle, par exemple, sur le 1, pour prenons le cas extrême, si on fait une règle sur le 1, ben, il y a de grandes chances qu'on remporte, que ça ne fasse pas un tour de table. Sur le jeu les deux, on sait que si on voit qu'ils sont déjà sortis, ben, on sait qu'il y a des chances que ça revienne à nous et que ça ne revienne pas à nous, justement, et qu'on remporte le prix. Donc il y a pas mal de décisions. Encore une fois, quand on lance la partie, on est un peu perdu et on se dit c'est un peu le jeu que je joue tout seul, c'est un peu con, il faut jouer des 10, j'ai pas de 10, je joue pas. J'ai un 10, je joue. Mais ça va un peu plus loin que ça, justement par la répartition de ces cartes. Je trouvais ça plutôt cool. J'ai trouvé ça très plaisant aussi, vraiment. Au niveau de l'échelle du fun versus cérébral, c'est pas hyper fun. C'est pas hyper fun, on est clairement dans le cérébral. Ouais, maintenant, quand on voit quelqu'un lancer un pli dans une série, là oui, c'est un peu comique, parce qu'on se dit, un enfoiré, il va le réussir. Au final, il a mal compté, ça passe pas. Mais franchement, on est clairement dans le cérébral. Ouais. Au niveau du contrôle versus KO, c'est un peu compliqué de tout contrôler. Donc parce que de tout suivre, de dire ok, c'est plus de l'intuition qui fait que ça, je pense que ça va passer. Et au final, c'est là qu'il y a une carte qui sort, qu'on s'est dit ah ouais, merde, il en reste plus. C'est que le fun peut mais oui, parce que savoir compter toutes ces valeurs avec ces symboles... Plus on est haut dans les valeurs, plus c'est compliqué. C'est très compliqué de se dire... c'est vraiment, comme je disais, c'est de l'intuition. On se dit, waouh, on a quand même joué pas mal de 8. Je vais essayer de lancer des 8 en espérant que ça me revienne. Et des fois... Non, c'est ça. Voilà. Moi, pour la petite histoire, j'ai lu les règles, sans aller tout sur la dernière page, en fait, où il y a la répartition des cartes. J'ai lu les règles, je me suis dit, est-ce qu'il y a un jeu réellement derrière ça Et en fait, à la dernière page, j'ai vu la répartition des cartes, donc il y a vraiment c'est l'aide de jeu en fait qui est dans la règle, qui apparaît là. Et là on comprend en fait, on se dit ah ok, le jeu est là. Ouais. Le jeu est là dans cette répartition de cartes. En fait. Franchement ça tient la route. Ouais. Ça tient la route clairement, c'était très plaisant. C'est très plaisant. Maintenant ça reste un jeu des fausses, moi je suis pas le plus grand fan des jeux des fausses, donc est-ce que c'est celui-là qui va marquer le coup? Ouais, contrairement aux deux autres, ou par exemple Tokurite King, où tout le monde s'est joué, Life Mix. Oui, tout le monde s'est joué, même si les joueurs de cartes s'y retrouveront un peu plus. Elephant Ball, là, je pense que tout le monde peut jouer, mais tout le monde bien y jouer et surtout prendre du plaisir à y jouer. C'est un petit peu comme Aegis, on ne peut pas comparer parce qu'Aegis c'est quand même 10 crans au-dessus en termes de complexité à tout niveau. Mais Aegis c'est pas fun, Aegis c'est très malin mais pas fun du tout. Ici on a un petit peu, tout le monde peut jouer à Aegis, mais bien y jouer, c'est compliqué. Bon, ici il y aura 10 crans en dessous, mais c'est un petit peu le même combat. Est-ce qu'on peut jouer en famille avec n'importe qui? Oui. Est-ce qu'ils vont s'amuser? Est-ce qu'ils vont comprendre réellement le fond du jeu? C'est peut-être plus je ne sais pas si je vais le sortir en famille, celui-là, tu vois. Non, contrairement aux deux autres, mais direct. Je ne le sortirais pas, mais on pourrait. Oui, en termes de complexité, la règle de jeu est facilement compréhensible. Enfin, les explications de règles sont facilement compréhensibles. Une fois que la règle est définie, est-ce que tu as la carte, est-ce que tu n'as pas la carte? Tu joues pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, au final, c'était une bonne pioche. On n'entendait pas grand-chose de ces trois-là. Live Mix, c'est un petit peu sur les côtés. Mais les deux autres, j'en entendais absolument rien. Et c'était plutôt des bonnes surprises. Peut-être justement parce que j'en entendais pas grand-chose. Live Mix, on entendait pas mal et ça a même surpassé un peu mes espérances personnellement. Après, je comprends que certains autres soient peut-être moins convaincus parce qu'il y a ce chaos quand même qui est omniprésent, mais moi que j'apprécie. Dites-nous si vous avez eu la chance de les jouer, l'occasion de les jouer, si vous les avez pris, dites-nous ce que vous en avez pensé et comment ça a tourné chez vous. Parce que je peux comprendre que parfois ça fasse flop, mais en tout cas ici, on les a joués à 4 et franchement on était raccord sur le fait que
On a passé une bonne soirée avec ces 3 jeux-là. Ouais, Franchement, clairement. c'était plutôt pas mal, quoi. Donc, Clairement, moi aussi, j'étais encore une fois sur 2 sur les 3 où j'avais pas beaucoup d'attentes et j'ai été agréablement surpris. Et même Tokuri, je l'avais pas pris. Et je pense qu'il va finir chez moi, malgré tout. Donc voilà. Et Live Mix, encore une fois, plus que confirmé. allez, n'oubliez pas, prenez le pli. Prenez le pli. Salut. Ciao.